Bonjour à tous et bienvenue dans notre plongée d'aujourd'hui. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un truc presque sacré dans la vie professionnelle, c'est les entretiens annuels. Ah, ouais, un gros morceau. C'est le cas de le dire. Et qu'on se le dise tout de suite, on ne va pas faire l'analyse de la version lisse, vous savez, celle des manuels de management imprimés sur papier glacé, avec des beaux graphiques. Non, on va éviter la théorie pure, ouais. Exactement. On plonge dans la réalité brute. La scène d'ouverture, elle est très simple, très visuelle en fait. Imaginez un manager, il s'assoit à son bureau, il a l'air un peu là, et il ouvre un fichier. Le fameux fichier Excel. Voilà. Et rien que le titre du fichier transpire ce qu'on pourrait appeler la sincérité industrielle. Ça s'appelle entretien underscore annuel, underscore final, underscore V18, underscore bis. La version 18, c'est toujours bon signe, ça. C'est ça. Et en face de ce manager, il y a une salariée. Et il faut s'imaginer que pendant 12 mois consécutifs, cette personne, elle a éteint des incendies, elle a calmé des tensions interpersonnelles très lourdes. Elle a tenu la baraque, quoi. Absolument. Elle a pallié tous les trous béants d'un système défaillant. Elle a porté une charge mentale colossale juste pour que le service tienne debout. 12 mois de tranchée, en fait. Et là, le verdict tombe. Aïe. Le manager lit son écran et lâche un très tiède, bonne implication générale. Ouais, ça, c'est vraiment le triomphe absolu de la litote en entreprise. Mais c'est sidérant, non? Enfin, c'est l'art absurde de résumer un incendie de forêt ravageur en notant poliment sur un petit calepin source de chaleur modérée. C'est exactement ça. On prend une année entière de sueur, de complexité, de sauvetage quotidien et on emballe tout ça dans 3 pauvres adjectifs incolores. Juste pour pouvoir fermer le fichier, ouais. Voilà, on ferme la case et on passe à autre chose. Alors, il est essentiel de poser notre cadre d'analyse tout de suite. Notre mission aujourd'hui, dans cette exploration, ça n'est absolument pas de chercher un coupable idéal. Ah non, pas du tout. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les ressources humaines, ni de blâmer ce manager épuisé dont vous parliez, ni la direction, Ni le salarié non plus d'ailleurs. surtout pas. L'objectif, c'est vraiment de démonter la mécanique de cette mascarade collective. La mascarade, le mot est lâché. Ah mais c'est ça. On veut comprendre où ce rituel ment et surtout par quel mécanisme il floute la réalité. Remettre chacun à sa vraie place et réaliser que parfois cette place est ailleurs, ce n'est pas une question de dureté, c'est une pure question d'hygiène. D'hygiène organisationnelle, ouais. Mais attendez, vous parlez de mascarade collective. Mais je trouve ça un peu dur pour le salarié, non? Enfin, il ne fait que subir ce rituel la plupart du temps. Il n'en est pas vraiment l'architecte, si? Alors c'est une excellente remarque, mais la réalité systémique, elle est plus complexe que ça. Le théâtre, il ne vient pas uniquement d'en haut. C'est-à-dire, hein. La direction, elle exige un rituel présentable, ça la rassure. Le manager, de son côté, souvent il improvise son regard le jour J, parce qu'il n'a rien noté pendant l'année, il gère l'urgence, Ouais, il navigue à vue. voilà. Mais le salarié participe aussi à cette dynamique, en fait. Il attend ce rendez-vous comme une sorte de procès secret. Ah oui, le fameux dossier de preuve. Exactement. Il stocke ses preuves, ses emails, ses petites victoires pendant 12 mois, au lieu d'en parler au fil de l'eau. Et pendant ce temps-là, toute l'équipe évite soigneusement de se donner du feedback au quotidien, tout en réclamant de la reconnaissance à la fin. Ouais, c'est fou. C'est un grand jeu de dupes. Chaque acteur maintient le décor debout par pur instinct de survie. Donc, par peur du conflit ou juste par épuisement, en fait, on choisit tous de jouer dans cette pièce de théâtre. Et j'imagine que pour que cette pièce tourne tous les ans, elle doit s'appuyer sur des fondations solides. Nos sources, d'ailleurs, parlent de 3 mensonges sociaux qui maintiennent ce système sous perfusion. Tout à fait, 3 grands mensonges qui sont acceptés tacitement par tout le monde. On écoute le premier. Le premier mensonge, c'est l'illusion du suivi. On affiche partout cette idée que l'entreprise suit ses talents. Ah, la belle phrase de brochure RH. C'est ça. Mais en pratique, on ne suit pas les gens. On les redécouvre une fois par an. C'est le syndrome des cartons oubliés dans une cave climatisée, en fait. L'image est excellente. Bah oui, on ouvre le carton au bout d'un an, on s'étonne, genre « Oh tiens, il a une compétence linguistique en allemand » ou « Ah, il sait gérer les crises ». Puis on referme le carton et on l'oublie jusqu'à l'année suivante. Et le deuxième mensonge, c'est la fameuse la reconnaissance de la performance. Mais là, quand on regarde la mécanique de près, on s'aperçoit qu'on ne reconnaît pas la performance réelle. On reconnaît ce qui se vend bien. C'est le cœur du problème. Le système d'évaluation classique, il est calibré pour capter le bruit. Pas le signal. Exactement.
pas le signal. On récompense ce qui est visible en réunion, ce qui rentre facilement dans les petites cases du logiciel, ou ce qui ne vient pas déranger le récit idéalisé du manager. Et pendant ce temps, l'effort structurant. Ah bah, l'effort structurant, celui qui empêche littéralement la machine de s'effondrer, mais qui ne fait pas de vagues, lui passe complètement sous les radars. C'est terrible. Ce qui nous mène au troisième mensonge, qui est peut-être le plus pernicieux des trois, on ouvre un espace de parole. En théorie, ça sonne merveilleusement bien, ça, pourtant. En théorie, oui. Mais ouvrir un espace de parole sans avoir la capacité ou même la moindre intention de traiter les problèmes qui vont être soulevés, Ouais, ça sert à rien. ça relève de la supercherie. C'est comme imaginer, c'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce inondée sans avoir aucune intention de réparer la fuite d'eau. Ah ouais? Ça fait un peu d'air frais sur le moment, le salarié a pu vider son sac, entre guillemets, mais structurellement, l'eau continue de monter. Et ça ne règle absolument rien. Pire, ça crée un cynisme profond chez les collaborateurs. Cette image de la fuite d'eau, elle est très forte. Et ça pose une vraie question d'introspection pour ceux qui nous écoutent. Chez vous, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, où vous vous situez dans cette pièce inondée? Vous êtes plutôt le manager qui résume la réalité pour remplir sa case au plus vite, ou l'employé qui stocke ses preuves en silence jusqu'au grand jour? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on cherche vraiment de l'évaluation juste, ou est-ce qu'on veut juste un moment poli pour éviter les vrais sujets qui fâchent? Et ces questions, elles dérangent, parce qu'elles ciblent précisément ce que le langage d'entreprise, vous savez, tout ce vocabulaire premium et creux, cherche à dissimuler. Les fameux axes d'amélioration? Voilà. Pendant qu'on s'échange gentiment des axes d'amélioration ou qu'on parle de synergie sous papier bulle, les vrais sujets restent à la porte. La charge invisible? La charge invisible, les missions qui sont totalement hors fiche de poste, la fatigue chronique, tout ça est ignoré. Et au final, on transforme des gens qui sont fondamentalement fiables en de belles bêtes de somme élégantes. Des bêtes de somme élégantes. C'est cruel mais tellement vrai. Et c'est ce déni de réalité qui crée ce que nos sources appellent des angles morts monumentaux. Des angles morts béants. Avec des profils complètement sacrifiés et des situations d'une absurdité folle. Je prends un exemple de nos sources, le fameux profil spectaculaire en réunion. On l'a tous croisé, celui-là, non? Ah, l'acteur de studio, ouais. Il vend son personnage de manière exceptionnelle. Lors de son entretien, il repart avec les félicitations de la direction, une note superbe. Sauf que, sur le terrain, nos sources montrent qu'il épuise absolument tout le monde. Les autres transportent la réalité pendant que lui brille en veste repassée. Ouais, et le mécanisme derrière ça, il est fascinant. La grille d'évaluation, elle ne mesure jamais le coût collatéral d'un salarié. Non. Elle mesure uniquement son extrait direct. Donc le système le consacre, mais l'équipe, elle, sur le terrain, elle a appris depuis très longtemps à contourner ce profil spectaculaire. Comme on évite un câble électrique qui grésille, c'est ça? Et exactement. Un câble électrique qui grésille sur le sol. On s'en accommode, on fait le tour pour ne pas s'électrocuter, mais personne n'ose signaler le danger à la direction, parce que sur le papier, l'individu est performant. L'image du câble qui grésille, on l'a tous en tête. À l'inverse, il y a aussi cette personne qui obtient une jolie mention bonne coopération sur son formulaire, alors qu'en réalité, toute son équipe l'évite comme on tolère discrètement une fuite de gaz. La fameuse fuite de gaz, oui. Mais le portrait qui me frappe le plus dans notre analyse, c'est l'employé ultra réactif. L'entreprise l'a littéralement nourri à l'urgence, au feu continu. On lui demande d'intervenir minute par minute sur tous les fronts. Et le jour de l'entretien, le coup près tombe, on lui reproche un manque de hauteur. C'est surréaliste. C'est fou. C'est comme demander à un poisson rouge de piloter un navire. L'injonction paradoxale y est totale. Ouais, c'est mécanique. On ne peut pas exiger d'un collaborateur qu'il gère la micro-urgence en permanence et ensuite s'étonner qu'il n'ait pas de recul stratégique. C'est impossible. Et ces biais, ils frappent aussi le management. Nos sources évoquent cette femme, une manager, qui est jugée raide ou rigide lors de son évaluation. L'analyse RH se concentre uniquement sur l'expression de son visage ou la fermeté de ses emails. Ouais, on s'arrête à l'esthétique. Voilà. Sauf que le formulaire ne prévoit absolument pas de mesurer que cette rigidité, en fait, elle est fonctionnelle. Elle sert de pare-choc humain entre une direction qui donne des injonctions contradictoires et une équipe qui est au bord de la rupture. Donc en clair, on lui reproche la dureté de son armure? Sans jamais mesurer la violence des coups qu'elle encaisse pour protéger les autres. Comment le système peut être aussi aveugle? Parce que le vocabulaire même de l'entretien classique est conçu pour ne regarder que la surface. C'est-à-dire? C'est une affaire de métaphore. L'entreprise qui pratique ça, elle ressemble souvent à un aquarium très propre, mais où l'eau manque totalement d'oxygène. Ouais.
Ou alors, c'est comme une serre tropicale. Le langage premium, les objectifs smart, le mindset, c'est l'eau qu'on vaporise consciencieusement sur les feuilles pour qu'elles brillent devant les visiteurs. C'est super esthétique. Mais en bas, Mais personne ne regarde la terre. En profondeur, les racines suffoquent. Elles s'asphyxient. Le système s'obstine à polir les feuilles au lieu d'oxygéner le sol. Ou pire, c'est comme une galerie luxueuse où les cadres brillent, mais les toiles gondolent. C'est un palace parfait, mais les sous-sols tournent à bout de souffle. d'accord. Donc le constat, il est quand même sacrément sombre. Et la question qui s'impose naturellement, c'est comment on casse cette vitre? Comment on arrête d'arroser bêtement les feuilles? C'est là qu'on arrive aux solutions structurelles. Oui, et c'est ici que l'analyse nous oriente vers les trames dites premium, et spécifiquement les méthodes The Vault et Joker Impact. Et attention, je précise tout de suite pour notre audience, il ne s'agit pas de remplacer un vieux formulaire Word par une petite application colorée sur un iPad, hein. Ah, surtout pas. Surtout pas. Ce sont des outils qui ont une fonction presque chirurgicale. Ils obligent à voir ce que l'organisation s'évertue à ignorer depuis des années. Et c'est là qu'intervient Sophia. Absolument. La posture de Sophia, qui est la consultante en stratégie derrière l'approche Joker Impact, elle est hyper révélatrice de cette rupture. Faut bien la dépeindre, oui. C'est ça. Sophia n'intervient jamais pour être cassante. Elle n'est pas là pour faire pleurer les gens. Pas du tout. Son but n'est pas d'humilier un manager défaillant ou de piéger un salarié. Sa posture, elle est d'une justesse implacable. Elle est exigeante, elle est tournée vers la vérité factuelle plutôt que vers la recherche d'un coupable. Elle veut remettre les choses à l'endroit. Exactement. Elle cherche à rassembler les pièces du puzzle pour que le collectif respire enfin, sans décor, sans flatterie inutile et surtout sans ce faux calme qui paralyse tout le monde. Et ça me rappelle exactement cette phrase tirée de nos sources qui résume toute l'ambition de la démarche. Comme dit Sophia, la consultante en stratégie des entreprises de la structure Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. Cette citation, elle est fondamentale. Vraiment. Elle pose le niveau d'ambition. C'est ça. Pour qu'un entretien devienne cette fameuse carte qui change un destin au lieu d'être une simple formalité, la méthode The Vault et Joker Impact impose de déconstruire l'échange. Et ça se fait à travers 4 zones de lecture bien distinctes. On ne discute plus d'impressions, on observe des faits têtus. Alors c'est quoi ces 4 zones, Alès? La première zone, c'est ce qui a été produit. La base, quoi. Oui, mais attention, on ne regarde pas juste si la tâche a été livrée ou si la case est cochée. On analyse la qualité réelle, la constance et l'impact véritable de cette production sur le collectif. D'accord, donc l'évaluation de la production pure, c'est bon. Mais j'ai une vraie interrogation là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de la charge mentale, de cette fameuse manager par choc ou des tensions absorbées en coulisses. Comment on fait pour mesurer ce qui, par définition, est invisible, ce qui ne rentre dans aucune case de production? Et c'est précisément l'objet de la deuxième zone de la méthode, ce qui a été porté en silence. Ah! C'est une vraie révolution dans l'approche. On oblige le dialogue à se porter sur les rôles non officiels, ces trucs que le collaborateur a dû endosser pour pallier le vide intersidéral de certains process. On met des mots dessus, enfin. On nomme cette charge invisible, ouais. On acte le fait que la personne a dû bricoler la machine de l'intérieur pour qu'elle continue de tourner. Je comprends l'intention, mais j'y vois un danger quand même. Si on commence à valoriser officiellement le travail invisible et le bricolage héroïque, est-ce qu'on ne risque pas d'encourager les salariés à tout réparer en secret, au lieu de forcer l'entreprise à réparer son propre système? C'est un risque très réel. Et c'est exactement la raison pour laquelle la méthode enchaîne obligatoirement avec la troisième zone, ce qui a été empêché par le système. Oh, malin. Concrètement, comment Sophia procède? Au lieu de poser la question culpabilisante classique du genre « Quels sont vos axes de développement personnel ?» la trame force le manager à demander « Quel process interne ou quelle défaillance d'outils vous a fait perdre le plus de temps et d'énergie cette année ?» C'est brillant. Le mécanisme est redoutable parce qu'on déplace la charge de la preuve. Totalement. On passe de la culpabilité individuelle à la responsabilité organisationnelle. En fait, c'est comme si on ne peut pas reprocher à un coureur ses mauvais temps si on l'a forcé à courir sur une piste couverte de boue. Exactement. C'est intellectuellement malhonnête d'évaluer une performance sans évaluer l'écosystème qui la rend possible ou impossible. Et ça ouvre la porte à la quatrième et dernière zone, ce qui doit changer. On passe à l'action. Voilà, on sort des vœux pieux. La question n'est plus comment pouvons-nous améliorer la synergie globale. Non, la question devient, est-ce qu'on modifie le périmètre de votre poste dès demain? Du concret. Est-ce qu'on vous retire officiellement cette charge invisible? Ou même, faut-il acter, avec dignité, une sortie de poste parce que l'alignement n'existe tout simplement plus? Mais ça demande un courage managérial immense. Oui.
Et j'imagine que tout cet édifice s'effondre lamentablement si c'est suivi d'un grand silence radio pendant 12 mois. Le suivi, c'est la clé de voûte. Nos sources insistent lourdement sur ce point. Faire émerger toutes ces vérités par les 4 zones pour ensuite les ranger dans un tiroir. Franchement, c'est pire que de ne rien faire. Pourquoi? Un entretien approfondi sans suivi, c'est comme prendre une radiographie haute définition d'une double fracture, Ouais. s'extasier sur la clarté de l'image, la retoucher un peu pour l'encadrer dans le hall de l'hôpital et renvoyer le patient chez lui. Sans plâtre. Sans plâtre. C'est splendide, mais c'est une ordonnance sans traitement, ça ne soigne rien du tout. Une ordonnance sans traitement. L'image laisse des traces. D'ailleurs, pour vraiment ancrer la différence entre ces deux mondes, le théâtre d'un côté et l'exigence de la méthode de Volt de l'autre, nos sources nous offrent 2 récits diamétralement opposés. 2 destins, oui. Le premier récit, il est d'une tristesse assourdissante. Et il se déroule complètement à bas bruit. C'est l'histoire d'une salariée extrêmement investie, le vrai pilier invisible de son service. Elle passe son entretien annuel classique, tout se déroule poliment, il n'y a aucune violence verbale. C'est très cordial. Très cordiale. Elle obtient une note correcte, accompagnée d'adjectifs mous de la part de son manager. Pourtant, en sortant de la salle, il y a quelque chose qui se brise. Elle s'éteint. Et 3 mois plus tard, elle pose sa démission proprement, sans aucun esclandre. Et le drame, il se situe dans l'analyse que fait l'entreprise de ce départ. Quand la direction reçoit la démission, elle regarde le formulaire et elle conclut « C'est incompréhensible, on ne l'a pas vu venir, son entretien était positif ». Mais pourquoi elle part alors? Parce qu'elle a intimement compris, ce jour-là, que l'entreprise évaluait uniquement sa tenue. Sa capacité à tenir le choc. C'est ça. On notait sa capacité à faire bonne figure, à ne jamais se plaindre, à absorber les coups avec le sourire. Mais personne, absolument personne n'a évalué ou même vu sa véritable intelligence de situation ou la fatigue abyssale qu'elle accumulait. L'entreprise a évalué un fantôme, une carapace. C'est glaçant. Surtout parce que c'est tellement ordinaire, en fait. Mais heureusement, il y a le récit lumineux, celui d'un collaborateur qui arrive à son entretien, mais cette fois avec la méthode premium. La différence est flagrante. Il arrive sur la défensive, il connaît la musique, il s'attend au script habituel, au blabla habituel sur le mindset. Et là, surprise absolue. Ouais, l'échange est adulte. Exactement. On ne navigue plus dans les nuages. On nomme ses victoires avec des faits. Et surtout, on sépare chirurgicalement ce qu'il a produit de ce qu'il a été obligé de porter en silence alors que ce n'était pas son rôle. On acte des décisions nettes, dignes, on dessine un vrai cap. Et ce qu'il faut observer ici, ce n'est pas tant l'outil, c'est l'état émotionnel du collaborateur à la fin de l'échange. Il est comment à la fin? Il ne ressort absolument pas flatté. Ah, Parce que l'objectif de la méthode de Sophia, ça n'est jamais la flatterie. Il ressort clarifié. Il sait exactement où il en est, où est l'entreprise et quel est le chemin à suivre. c'est propre. C'est la définition même du respect dans la sphère professionnelle. On refuse d'infantiliser par des louanges vides et on a l'audace de reconnaître la réalité complexe du terrain. Ressortir clarifié et non flatté. C'est une nuance qui change absolument tout. Alors, en arrivant au terme de cette exploration, il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Allons-y. Parce qu'il y a une vérité très inconfortable que nos sources révèlent. Une vérité que beaucoup d'entreprises préfèrent garder bien cachée concernant ces rituels. Oui, la réalité brute, c'est que, dans une proportion écrasante de structures, l'entretien annuel n'a absolument pas pour fonction première de développer l'humain. Ni d'améliorer les process. Non plus. Sa fonction mécanique, profonde, c'est de calmer les esprits. C'est de classer les individus dans des grilles salariales rassurantes et de protéger l'image de marque et l'image juridique de l'employeur. C'est un bouclier, en fait. C'est un bouclier. Mais surtout, et c'est le point le plus critique, c'est un outil institutionnel formidable pour différer d'année en année les véritables décisions humaines, celles qui exigeraient du vrai courage managérial. C'est le fameux tiroir du « on verra ça l'année prochaine ». Voilà, on s'achète 12 mois de tranquillité, mais au prix de la santé de l'organisation. Alors, la balle est clairement dans le camp de notre audience. C'est le moment de s'interroger sur l'écosystème dans lequel on évolue tous les jours. Chez vous, dans vos murs, l'entretien annuel sert-il à éclairer la réalité ou à lisser consciencieusement les aspérités? Excellente question. Est-ce qu'il est utilisé pour ajuster le cap de manière saine ou simplement pour ranger les talents dans des tiroirs histoire d'avoir l'esprit tranquille? Et par rapport à ce grand théâtre de dupes, ces fuites d'eau qu'on refuse de voir et ces câbles électriques qui grésillent, où vous vous situez vraiment? Qu'est-ce qu'on nourrit, qu'est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on subit au quotidien? Ce sont des questions qui réclament une honnêteté radicale.
Bien éloigné d'une simple case à cocher à la fin d'un formulaire poussiéreux, oui. Tout à fait. Et cela nous amène à une question finale, beaucoup plus vertigineuse, qui dépasse même ce rituel. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à pouvoir mesurer, quantifier et analyser la productivité d'un employé en temps réel, presque frappe par frappe, l'entretien annuel tel qu'on le connaît va-t-il simplement disparaître par obsolescence? Hmm. Ou bien ces nouveaux algorithmes hyper puissants vont-ils au final juste devenir la version froide et automatisée de notre vieille mascarade industrielle? Le débat est ouvert. Et il ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. On laisse chacun y réfléchir de son côté. Fin de l'analyse.